L'invité de la matinale. KTO Radio. Au moins 205 morts, c'est le dernier bilan des inondations dans la région de Valence en Espagne. Vous en avez entendu parler. Ces épisodes météorologiques, aussi soudains que violents, sont amenés à se multiplier dans les zones du pourtour méditerranéen. Des catastrophes et autant de personnes sinistrées. On fait le choix ce matin de s'intéresser tout particulièrement à la façon dont la solidarité se met en place dans ces moments extrêmes. Et pour cela, on en parle avec un élu en première ligne face aux inondations en France, Sébastien Leroy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes membre de la commission prévention des risques et gestion de crise à l'Association des maires de France. Et vous êtes également maire de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Le 3 octobre 2015, votre commune a été durement frappée par un violent orage. On s'en rappelle, 8 personnes ont trouvé la mort lors d'inondations. C'est un drame qui a marqué votre commune et les habitants. Oui, bien sûr, c'est un drame. Comme on le dit, il y a un avant et un après. Ça a été un épisode d'une violence assez inouïe. C'est un événement parmi les plus puissants jamais enregistrés en France, qui a des caractéristiques avec ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire très soudain, très puissant, ruissellement urbain qui dévaste tout, la boue partout. Et après, vous vous retrouvez avec les ruines et malheureusement les victimes. Chaque année, à l'automne, en France, il y a une campagne nationale dans 9 départements notamment, qui vise à rappeler les bons comportements à adopter en cas de pluie intense et d'inondations torrentielles. Lesquels sont-ils ? Alors, vous avez des consignes de sécurité qui sont mises par les autorités que vous devez respecter impérativement, même si parfois vous avez le sentiment qu'il ne pleut pas ou qu'il ne va pas pleuvoir. Là-dessus, j'insiste particulièrement. Pour vous donner un exemple concret, Mandelieu, on a été inondé 3 fois de manière dramatique, donc 2015, vous en avez parlé, et 2 fois en 2019 à une semaine d'intervalle. Lors de ces événements, 3 fois, les scénarios ont été complètement différents, et 3 fois, pendant un moment, on a pensé qu'il ne pleuvrait pas, c'est-à-dire qu'il faisait très beau, et d'un coup la pluie est arrivée avec une puissance inouïe. Donc il est impératif de se mettre en sécurité, de ne pas aller dans les points bas, ne descendez pas, y compris dans les sous-sols, y compris si vous voyez l'eau arriver pour sortir de voiture ou dans les caves. Et soyez très vigilants à la puissance de l'eau, y compris dans la rue, parce qu'il suffit de 20 à 30 cm d'eau pour vous emporter. La multiplication de ces événements nécessite une adaptation de l'urbanisme. Depuis 2020, votre commune Mandelieu-la-Napoule a d'ailleurs investi 35 millions d'euros, je crois. On estime également entre 7 et 8 millions de personnes qui vivent en zone inondable. Est-ce qu'il y a des profils de personnes qui vivent justement dans des quartiers ou dans des zones à risque ? Alors, il n'y a pas de profil particulier, tout simplement parce que au siècle dernier, l'urbanisme a été fait sans tenir aucun compte des risques naturels. C'est-à-dire que pendant très longtemps, alors c'est l'État qui donnait les permis de construire jusque dans les années 80, ensuite ça a été les maires, et les plans de prévention des risques ne datent que du début des années 2000. Ce sont des plans qui prennent en compte l'écoulement de l'eau, où va-t-il aller, etc. Avec une spécificité, c'est que ces plans de prévention des risques qui dictent l'urbanisme ne tiennent compte que de ce qu'on connaît. Or, aujourd'hui, on assiste à des événements qui sont totalement incroyables de mémoire humaine. C'est pour ça que ce qu'on a, ce n'est qu'une vision limitée et qu'il faut s'attendre demain à avoir des inondations, notamment dans des quartiers qui n'ont jamais été touchés, des villes qui ne l'ont jamais été vont l'être. Et pour de nombreux experts, néanmoins, pour éviter le drame, c'est avant tout l'anticipation et la pédagogie qui est nécessaire. Est-ce qu'elle est bien effectuée et bien assimilée par la population ? Alors, ce sont 2 points très importants. La pédagogie en France, c'est quelque chose qui se développe. On a un système d'alerte qui est bien identifié, même s'il a encore des failles qu'il faut compléter. La discipline est très importante. C'est pour ça que ce qui est compliqué, c'est que dans les villes qui n'ont jamais été touchées, il y a ce sentiment que ça ne nous concerne pas ou que ça n'arrivera jamais. Or, ça va arriver. C'est ce qu'on a vu en Ardèche il y a encore quelques jours. L'anticipation, elle est très compliquée parce que pour anticiper, en réalité, il faudrait reconstruire différemment. Or, aujourd'hui, en France, le droit français ne le permet pas. Pour une multitude de causes, pour des problématiques écologiques, pour des problématiques technocratiques, réglementaires, il est très compliqué d'arriver à faire un projet sur le terrain
Donc l'urbanisme n'évolue pas, loin de là, aussi vite que les crises météorologiques. Et c'est l'urbanisme qu'il faut changer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moyens d'anticiper, d'essayer de prévenir à quelques heures près ce qui peut se passer? Alors on a un système de prévision de Météo France qui est efficace, même s'il a un gros problème, c'est qu'il est encore... pour vous expliquer rapidement, Météo France a fait des choix budgétaires il y a quelques années, donc ils ont supprimé beaucoup de gens sur le terrain pour se concentrer sur des grands centres régionaux. Donc aujourd'hui, leur système d'alerte, il est au niveau départemental. Ce n'est plus satisfaisant compte tenu de ce qu'on vit, parce qu'aujourd'hui, les cellules peuvent être très localisées, extrêmement puissantes. Donc on a besoin de revenir un petit peu en arrière et dans le détail. Et c'est pour ça et c'est là qu'on arrivera à bien agir. Par contre, au niveau de l'anticipation, naturellement, on ne peut jamais être sûr à 100% qu'on a anticipé ce qui va se passer. Moi, pour vous donner un exemple, il y a 10 jours, on n'avait pas d'alerte, on a pris 140 mm d'eau en 1 heure. On avait une alerte le lendemain, il n'a pas plu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que même l'alerte n'est qu'un élément parmi d'autres. Si une vigilance se déclenche, ou même si vous constatez qu'il y a énormément d'eau qui tombe, il faut que d'instinct, vous vous mettiez en sécurité et que vous adoptiez des gestes réflexes. Alors, il y a la gestion de crise et la gestion de l'après-crise, et d'abord le nettoyage. Et c'est dans ces moments-là que l'on observe un réel processus de solidarité sur un territoire. Tout à fait, c'est un processus qui fait extrêmement de bien, hein, parce que quand vous êtes dans une ville qui est dévastée, quand vous avez des victimes, quand vous avez des centaines de foyers qui ont tout perdu, voir arriver des gens de partout, bah, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Vous avez même des compagnies de pompiers qui étaient venues de l'étranger spontanément, hein. Je me rappelle, nous, c'était l'Allemagne. À Mandelieu Donc à c'est vrai Naples. que ça fait beaucoup de bien. Après, cette solidarité, bien sûr, il faut la gérer. Alors ça, c'est un niveau logistique important parce qu'il faut organiser. Vous pouvez pas laisser les gens aller n'importe où, n'importe comment. Il faut les équiper parce que quand vous êtes dans ces situations, il faut bien comprendre que c'est pas juste de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la boue, il y a une quantité énorme de débris. Ça peut être dangereux. Il faut surtout pas descendre dans les sous-sols qui sont inondés ou qui sont totalement fragilisés parce que l'eau a un impact structurel. Avec cette puissance, elle peut mettre à mal des fondations et des bâtiments entiers. Donc il y a toute une organisation très stricte à mettre en place. C'est compliqué parce que bien sûr le bénévolat se fait spontanément, il vient de partout. Et vous avez tout aussi l'aide logistique. Et là aussi, ça peut être très compliqué parce qu'il faut organiser des points pour les concentrer, les régler, les organiser pour les distribuer. En 2022, les coûts d'indemnisation de dommages liés aux aléas climatiques en France s'élevaient à 10,6 milliards d'euros. Face à l'augmentation du nombre d'inondations, ça ne va faire qu'augmenter également ces coûts. Comment faire face à de telles dépenses? Alors, effectivement, ces coûts ne vont faire qu'augmenter. Comment faire face à de telles dépenses, c'est toute la question actuelle, puisque aujourd'hui, on a une démarche qui est contraire en France à ce qu'il faudrait faire, dans le sens où l'État a besoin d'argent, ça ne nous a pas échappé. Donc aujourd'hui, l'État est en train d'essayer par tous les moyens de continuer à surprélever les budgets des collectivités locales pour le mettre dans son budget principal. Et dans le même temps, à des fonds de soutien, il y a le fonds Barnier, etc., mais qui sont très très peu fournis par rapport à ce dont on aurait besoin. Pour vous donner une idée, le fonds Barnier, c'était 220 millions d'euros par rapport aux dégâts directs des inondations qui étaient de plus de 6 milliards encore l'année dernière. Vous voyez, Mandelieu, vous le disiez, c'est près de 40 millions depuis 2020 à elle seule, donc sur 200 millions au niveau national. Vous voyez bien que si nous, dans notre budget, on met 40 millions d'euros, c'est pas parce que l'État met 200 millions au niveau national qu'on va régler les choses. Donc aujourd'hui, il faut qu'on réinvente le système et il faut qu'on ait une démarche audacieuse aussi en termes de réinvention des fonds d'assurance parce qu'on ne peut pas continuer comme ça de toute façon. Vous parlez des assurances, on l'a dit, entre 7 et 8 millions de personnes qui vivent potentiellement dans des zones inondables. Ça fait autant de sinistrés et beaucoup de personnes qui payent plus cher leur assurance parce qu'ils vivent dans des zones potentiellement inondables. Face à l'augmentation des catastrophes à venir, comment améliorer la solidarité nationale pour ces personnes ? Alors, il faut effectivement se pencher sur la question des assurances, comme je vous le disais. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'assurances qui se retirent du marché des zones à risque. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu le cas d'assurés qui cotisent depuis 40 ans dans la même assurance, qui ont eu peut-être un sinistre en 40 ans et dont leur assurance résilie
au 31 décembre parce qu'ils sont dans une zone où elles considèrent qu'il y a trop de risques qui se multiplient et trop de catastrophes naturelles. Donc il y a tout un processus là aussi à repenser, à remettre en place, avec sûrement un fonds de solidarité nationale à créer pour certaines causes. C'est possible de créer un fonds pour ces causes-là ? On pourra pas le faire pour tout, parce que le problème, c'est que naturellement, le défi est beaucoup trop vaste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut apporter des réponses, il faut qu'on puisse modifier les aménagements de territoire très rapidement. Et modifier les aménagements de territoire, ça ne veut pas dire détruire la nature, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. On a des études sérieuses, on a des projets, on a des plans. On peut même en profiter pour améliorer la biodiversité, mais tout ça est aujourd'hui bloqué parce que vous avez un système administratif et bureaucratique qui a 50 ans, qui s'est surcomplexifié. Vous avez des lois qui se contredisent entre elles et rien ne bouge, quoi. Et tout ça n'aide pas ce que vous nous dites n'aide pas les élus à agir et essayer de mettre de changer les choses face aux inondations ? Non, c'est très compliqué quand vous êtes élu aujourd'hui en France. Il faut bien savoir que c'est un parcours du combattant. Nous, ce qu'on essaie de faire à l'Association des maires de France, dans ce groupe qui a été institué par David Lisnard quand il a pris la présidence et dont il a confié la présidence à moi-même et Éric Ménassi, le maire de Trèbes, c'est déjà de sensibiliser tous les élus au fait que ça va leur arriver. C'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, à l'État, on ne peut pas continuer comme ça avec des injonctions contradictoires en permanence, où on nous dit d'un côté, il faut plus construire, d'un autre côté, si vous bétonnez pas, on vous met des amendes, avec des plans locaux d'aménagement qui mettent 5, 6 ans, 7 ans à sortir, des bassins de rétention qui mettent 15 ans à se faire. C'est de la folie. Donc, si on ne remet pas le système à plat et si on n'a pas un discours d'efficacité de terrain, aujourd'hui, on ne fera que des discours, des analyses et des rapports. Et ce qui s'est passé en Espagne doit nous inciter à l'action. Il n'y a que ça qui compte, le reste, c'est de la philosophie. Et une dernière question, Sébastien Leroy, s'il y avait vraiment une chose à changer, quelle serait la solution la plus urgente pour faire face au risque d'inondation important ? S'il y avait une chose à changer, il faudrait supprimer la bureaucratie parisienne. C'est-à-dire que si vous voulez que ça bouge, il faut qu'en réalité, les préfets puissent avoir à nouveau l'autorité qu'ils avaient jadis et qu'ils puissent faire construire des projets avec les maires directement, avec un contrôle a posteriori, donc a priori. Donc en gros, ce qu'il faudrait, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que les collectivités sur lesquelles l'État s'est totalement déchargé de la prévention des risques, totalement. Il faut savoir que c'est plus l'État qui s'occupe de ça, ce sont les communes, les communautés d'agglomération et les départements. Et bien que l'État laisse faire ceux à qui il a confié la mission, plutôt que de continuer à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. En tout cas, on a entendu votre point de vue. Merci beaucoup Sébastien Leroy d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Vous êtes maire de Mandelieu-Nalapoule dans les Alpes-Maritimes et membre de la commission prévention des risques et gestion de crise à l'Association des maires de France. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.